Docteur en informatique, membre de l'Académie nationale des technologies, décoré de la Légion d'honneur en 2020, qui est la plus haute distinction française. Désigné aussi comme l'un des 100 développeurs français les plus influents dans le monde numérique, des dizaines de brevets à son actif. Papa de Siri, je pense que vous commencez à me voir venir. Mon grand invité aujourd'hui est Luc Julia, directeur scientifique du groupe Renault, auteur de IA générative pas créative. L'intelligence artificielle n'existe toujours pas, nous dit-il, dans son ouvrage paru en mai 2025 aux éditions Le Cherche Midi. Bonjour Luc Julia. Bonjour. Bon, vous êtes connecté avec nous depuis la Silicon Valley. Merci beaucoup. Vous y êtes resté fidèle. On le reconnaît à vos chemises à fleurs, très californiennes d'ailleurs. Ouais, fidèle. Alors, on vous voit servir de guide. J'ai beaucoup apprécié ce documentaire sur Arte dans Silicon fucking Valley. Vous êtes arrivé là-bas dans les années 90, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Donc ça fait, vous me dites d'ailleurs dans votre livre en introduction, vous me dites ça fait quand même 35 ans que vous fabriquez des IA. Pourtant, la première chose que vous avez envie de nous dire et de nous répéter, c'est que l'intelligence artificielle n'existe toujours pas. Toujours pas, pourquoi ? Parce que c'est une référence à votre ouvrage précédent, L'intelligence artificielle n'existe pas, paru chez First en 2019. Vous préférez le terme d'intelligence augmentée ou alors des intelligences artificielles, les IA. C'est vraiment le terme que vous employez tout le temps. Et cette notion de IA générative, vous l'opposez à IA créative. Pourquoi ça vous semble important aujourd'hui, toutes ces, j'allais dire, subtilités de vocabulaire ? C'est exactement ça, c'est des subtilités de vocabulaire. Il faut faire attention, les mots ont un sens. Quand on parle d'IA en général, quand on parle d'intelligence artificielle dans les médias ou en général, on parle de quelque chose de magique, on parle de choses qui sont ce que j'appelle les intelligences artificielles de Hollywood. Donc les choses qui font peur, les choses qui font rêver. Et donc c'est pour ça que, au lieu de parler d'une intelligence artificielle, une intelligence artificielle générique et générale, je préfère parler des intelligences artificielles, effectivement, ces outils qui nous augmentent, donc qui sont, qui nous permettent d'avoir notre intelligence augmentée et de bien comprendre que ces outils, ils ne créent rien. Ils ne font que, faire ce qu'on leur demande de faire et ils sont très puissants. Ils font des choses très, très intéressantes. Mais, quand on parle d'IA générative en particulier, comme son nom l'indique, elle génère, et elle ne crée pas. La créativité, notre créativité est exacerbée par ces outils et nous permet d'être beaucoup plus créatifs nous-mêmes. Donc encore une fois, ça nous augmente et il faut bien donc faire attention, quand on utilise tous ces mots, de bien comprendre que, il faut arrêter de rêver, il faut revenir un peu sur les pieds sur terre et se rendre compte que ces intelligences artificielles, bien que très puissantes, qu'on peut utiliser à bon et à mauvais escient, c'est nous qui les contrôlons, c'est nous qui décidons comment les utiliser. Et c'est pas, donc encore une fois, Hollywood, c'est pas de la science-fiction, c'est de la science. Allez, je voulais quand même vous ramener, moi, dans cet univers de Hollywood et des majors, par exemple, pour faire le parallèle avec la musique aujourd'hui. Ils utilisent beaucoup de samples. Est-ce que ces IA, quand elles partent effectivement de l'existant, elles finissent pas par créer quelque chose de nouveau quand même ? Justement, non, c'est ça qui est intéressant et c'est quand on est la musique, c'est un très bon exemple, mais c'est ces IA génératives en général. Comment marchent-elles? Elles marchent sur des données du passé, d'accord? Et par définition, les données du passé, elles existent, elles sont là. Et c'est l'inspiration, on pourrait très bien appeler ça de l'inspiration, qui fait que on va remâcher, on va refaire en sorte de sortir des choses qui viennent de ces données passées, de beaucoup, beaucoup de données, hein. Les IA génératives, c'est des milliards de paramètres, c'est des milliards de paramètres qui existent. Mais la créativité elle-même n'existe pas parce que ça ne fait donc que remâcher ce qui sort. Et ça pourrait être très bien comparé ce que font les humains quand ils sont pas très inspirés, en fait. Ils s'inspirent justement de quelque chose qui existe déjà et ils sortent des choses qui sont plates, qui sont pas tellement intéressantes. Mais les vrais créatifs, les gens qui font des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, c'est des choses qu'on n'a jamais vues avant. Et ces choses qu'on n'a jamais vues avant, c'est par exemple un Picasso qui se met à faire des choses qui n'ont qui cassent complètement les règles, qui ne sont pas basées sur le passé.
Et donc justement, cette créativité, elle va être là. Elle va être sur sur ces ça arrive pas souvent, hein, et donc je dis pas que, il faut pas s'inspirer des choses précédentes, mais ces IA ne font que s'inspirer et quand elles s'inspirent, elles font des fois des choses bien, donc elles nous sortent des machins rigolos qui nous rappellent un peu des trucs et des fois elles nous sortent aussi des gros mensonges. C'est-à-dire qu'elles s'inspirent de trucs, elles vont entre guillemets ici «créer» des choses qu'on appelle des hallucinations, qui sont basées sur des choses qui sont, bah, un peu, n'importe quoi, mais qui arrive quelque part qui est quelque part sur internet ou dans le monde des données. Alors, vous parlez très bien des hallucinations dans le livre. Racontez-nous le prompt de trop de Steven Schwartz. Ah bah, je le comprends de trop de Steven Schwartz, je suis désolé, mais je ne me rappelle plus là. Bah, c'est l'avocat. Enfin, en tout cas, il essaye D'accord, effectivement, oui. de Oui, présenter une oui, plaidoirie en utilisant les IA génératives. Je vous laisse terminer. tout à fait. Oui, pardon, je me rappelle plus de son nom. Donc effectivement, lui, bah, il avait décidé de défendre, d'écrire sa plaidoirie pour défendre un homme qui avait un problème avec une compagnie aérienne et il s'était dit: «Je vais donner toutes ces données que je connais moi à ChatGPT et je vais demander à ChatGPT de pondre, une plaidoirie» et effectivement, ChatGPT en 15 secondes lui a pondu une plaidoirie qui était sympa. Il a envoyé ça au juge et le juge lui a dit: «Bravo, c'est votre meilleure plaidoirie que j'ai jamais vue de ma vie, hein, vous avez fait un truc extraordinaire». Alors, l'avocat était content, il a dit: «J'ai gagné 6 heures de ma vie, c'est bien, je vais faire comme ça maintenant, ça va me faire permettre de gagner beaucoup d'argent et de plus travailler beaucoup». Mais le juge a continué, il lui a dit: «Bah, ouais, c'est sympa, mais il y a un petit problème quand même, c'est que toutes les jurisprudences que vous avez citées à la fin, elles sont toutes absolument fausses. Elles n'existent pas». Et donc du coup, évidemment, bon, et aujourd'hui, il est plus avocat, hein, il a été viré de son cabinet, et c'est devenu la risée de tout le barreau de de New York, pardon. Et donc, le problème qu'il a eu ici, Comment c'est pouvez-nous que expliquer techniquement, j'ai envie de dire, ces hallucinations? c'est assez simple ici. Ici, ChatGPT, quand vous lui demandez «Génère-moi une plaidoirie», il va générer une plaidoirie avec les données qu'on lui a données. En l'occurrence ici, l'avocat avait donné les données sur, les problèmes qu'il a vus dans l'avion, mais il avait donné aucune référence. Mais ChatGPT sait, entre guillemets, qu'une plaidoirie doit avoir des références et donc s'il doit avoir des références, il va générer des références et toutes les références qu'il a générées avaient l'air d'être des références correctes parce qu'il y avait des noms des juges, des noms de cas, et cetera. Mais c'était des trucs qu'il avait véhiculés un peu partout, juste pour avoir des références. Et là, évidemment, les références, bah, elles étaient fausses, elles n'existaient pas parce qu'elles n'avaient pas été assez guidées par cet avocat. Il y a effectivement une étude qui a été publiée par le Columbia Journalism Institute, Review, pardon, qui montre que ces IA qui citent leurs sources, par exemple, on parle beaucoup de Perplexity comme étant un outil très fiable parce qu'il cite ses sources. En fait, à 60%, elles ne sont pas capables de citer leurs sources. Soit elles ne les trouvent pas, soit elles les inventent. Et vous nous dites aussi que les scientifiques, finalement, s'accordent à penser que ces IA génératives, elles vont devenir de plus en plus bêtes. Oui, alors, c'est-à-dire que plus elles vont être génériques, plus elles vont être générales, plus elles vont dire effectivement de bêtises. Et c'est d'ailleurs OpenAI qui vient de sortir une étude tout à fait récemment qui montre que ces hallucinations, ces bêtises, ces fausses réponses, ces erreurs, sont de plus en plus en fait, constatées. Ce qui est, contre-indicatif parce que contre-intuitif parce qu'on pourrait penser que c'est exactement le contraire. Oui. Donc, effectivement, ce qui va se passer là dans les mois qui viennent et ce qui se passe déjà aujourd'hui, afin d'utiliser ces IA correctement, et ben on fait en sorte qu'elles soient de plus en plus spécialisées. Et donc là, effectivement, plus vous allez spécialiser, plus vous allez faire ce que vous appelez du fine tuning ou du RAG. Là, on va se retrouver avec des IA qui vont être de plus en plus pertinentes. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter les IA et pas les utiliser. Je suis en train de vous dire simplement qu'il faut les spécialiser et faire en sorte de bien prendre les données qui vont bien dans le domaine particulier dans lequel vous allez les utiliser, afin de pouvoir avoir des IA qui soient tout à fait compétentes dans le domaine spécialisé dans lequel vous allez les utiliser. Oui, d'ailleurs, vous donnez des solutions face à ces hallucinations. Le fine-tuning en fait partie. Travailler sur ses propres données aussi. Je voulais aussi, on a assisté ensemble, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la toute première démonstration de Moshi du laboratoire français QTAI. Et vous étiez plutôt séduit. Je voulais qu'on vous repasse ces images.
C'est impressionnant, hein, ça c'est sûr, c'est très impressionnant, surtout quand on voit la rapidité de la réaction, la réactivité du modèle. Donc ça c'est bien. Des fois d'ailleurs ça a l'air un peu trop réactif, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle répond avant même on ait fini la question. Donc c'est un peu perturbant. Elle coupe la parole cette IA. Mais c'est impressionnant. Il faudra voir à l'usage, il faudra voir ce qui est scripté, ce qui n'est pas scripté, il faudra voir un peu tout ça. Il faudra voir comment on peut la commander tranquillement, comment on peut utiliser ce qu'on appelle les API, donc pouvoir la programmer. Mais la présentation est impressionnante. Les gens qui travaillent dessus, l'équipe qui travaille dessus est impressionnante aussi. Hein, c'est des gens connus, c'est des gens qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets-là. Donc globalement, je pense que c'est encore une raison d'être fier d'avoir quelque chose comme ça en France. Oh, donc vous étiez quand même plutôt positif. Comment vous voyez quand même tous les progrès qui sont aujourd'hui faits? Alors, on parle ici là du laboratoire français, mais même du côté des géants de l'IA générative aux États-Unis. On voit chaque version est encore plus spectaculaire que la précédente. Ils travaillent justement à corriger ce problème d'hallucination. Est-ce qu'on va réussir à avoir l'IA générative parfaite demain, ou ça vous semble pas possible, ça? Non, le parfait n'existe pas. Donc déjà, il faut se calmer sur le parfait. C'est ce qu'on appellerait cette IA générale Oui. dont on rêve et dont certains rêvent. Donc ça ne va pas être possible. Par contre, ce qui est intéressant avec QTI, d'ailleurs une boîte américaine qui a fait un truc qui est basé sur QTI et qui est vraiment très impressionnant, qui s'appelle Sésame. On voit ces progrès effectivement dans la conversation, dans le fait que ces IA peuvent avoir l'air beaucoup plus conversationnelles. Et le mot-clé dans ce que je viens de dire, c'est avoir l'air. Avoir l'air, oui. Parce que la chose, c'est que c'est du coup très difficile de les contrôler parce qu'elles vont juste avoir des conversations qui sont bon, génériques, générales, très compliquées de leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué, mais c'est intéressant de voir qu'il y a effectivement des techniques de dialogue qui sont de plus en plus intéressantes. Pour ce qui est des IA génératives, pardon, les IA en général et pas générales, que les gros, les Microsoft et autres, Amazon font, ces IA-là effectivement progressent dans des domaines particuliers et donc ils arrivent à faire des outils très intéressants. Surtout Microsoft, par exemple, dans leurs diverses applications dans lesquelles ils vont appliquer ces IA. C'est intéressant, mais c'est spécialisé et c'est le cours normal de la progression de ces outils. Donc je vois quelque chose de très intéressant, mais le progrès, je dirais, est normal, c'est une évolution. J'aime pas trop parler de révolution, c'est une évolution qu'on voit de plus en plus, et qui est normale dans ces domaines particuliers. Alors, je voulais qu'on fasse une interview binaire ensemble. Ça, vous connaissez le binaire? Alors moi, je vais l'être binaire, vous n'êtes pas obligé de l'être dans vos réponses, bien évidemment. Oui ou non, vous êtes bluffé comme le commun des mortels par la faculté de ces IA génératives à mimer notre langage, à faire comme si nous avions un échange finalement d'humain à humain. Je suis impressionné par les progrès qu'on fait depuis une trentaine d'années, hein, depuis qu'on a sorti des choses, enfin, comme Siri, par exemple. Donc effectivement, on a fait des progrès. Maintenant, encore une fois, je trouve que c'est le progrès normal. C'est ce dont on avait rêvé il y a 30 ans. Ça commence à arriver maintenant, mais c'est normal parce qu'on a travaillé pour que ça se passe. Alors, vous êtes un pionnier des interfaces vocales, hein. Vous avez rejoint Apple en 2011, je crois, pour diriger le développement de l'assistant Siri, après en avoir vous-même déposé les premiers brevets avec Adam Scheyer en 1997. Si je vous dis j'aime ou j'aime pas ceux qui disent du mal de Siri aujourd'hui? Ça me dérange pas, c'est normal qu'on dise du mal de Siri parce on peut toujours trouver des moyens et des raisons pour lesquelles on en a peur ou on trouve que ça marche pas. Donc Siri est une vieille technologie entre guillemets. Apple a un peu de mal à progresser aujourd'hui et à intégrer ces nouveaux systèmes dont on avait parlé, qui sont vraiment conversationnels. Ils vont y arriver. Là, dans quelques jours, au mois de juin, ils vont présenter des choses qui vont certainement s'approcher un peu de tout ce que font les autres, ou au moins le déclarer, au moins l'annoncer. Donc, c'est normal qu'on en ait peur aussi de temps en temps. J'entends des procès, des choses qui se passent qui sont aussi normales en disant ils nous écoutent tout le temps et des choses comme ça, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas possible techniquement. Mais bon, il faut que les gens puissent un peu de temps en temps se lâcher là-dessus. Ça ne me dérange pas.
Maintenant, je sais qu'il y a 500 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde pour des choses particulières. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé au moment où on avait fait Siri. On avait imaginé que ce serait beaucoup plus générique parce que justement, on pensait que ça allait être beaucoup plus fluide. Mais aujourd'hui, 500 millions d'utilisateurs l'utilisent pour des tâches particulières. Donc, c'est que ça sert quand même à quelque chose. Chapeau bas, j'ai envie de dire. Vous êtes pour ou contre la régulation des usages? En vrai, j'ai un indice dans le livre, mais est-ce qu'il faudrait interdire les utilisations futiles? Alors, c'est compliqué comme question, parce que moi, je suis pro-régulation a priori. D'accord? Donc, la régulation est importante. C'est comme réguler l'utilisation du marteau. Le marteau, pour planter des clous, c'est bien. Pour taper sur la tête du voisin, c'est pas bien. D'accord? Donc, on peut utiliser ces outils à bon et à mauvais escient. Donc, de toute façon, il faut réguler. Maintenant, il ne faut pas réguler n'importe quoi. Malheureusement, en Europe, on a un peu tendance à réguler, à pré-réguler, je veux dire, et donc à essayer de mettre des carcans qui vont potentiellement éviter le progrès dans ces IA et dans ces technologies, quelle que soit la technologie d'ailleurs. Mais bon, il faut à un moment comprendre et faire comprendre aux gens que ces IA sont potentiellement dangereuses pour la façon dont on les utilise, mais aussi de la façon dont elles utilisent les ressources de notre planète. D'accord? Et donc ça, c'est après quelque chose on peut appeler ça de l'éthique, on peut appeler ça de la prise de conscience personnelle. Et donc, comprendre qu'il y a une balance et que quand on utilise ces IA, on utilise des ressources, beaucoup de ressources, en électricité, en eau, pardon, en eau. Ouais. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui peut-être un jour doit être régulé et dire, utilisons pas ça pour tout et n'importe quoi, faisons attention aux ressources que ça prend. Alors, vous êtes optimiste ou pessimiste justement face à ces enjeux environnementaux et la massification des utilisations des IA génératives? Alors, c'est aussi une question compliquée. Quand je regarde la Silicon Valley, je suis assez pessimiste parce que les gens n'ont aucune notion de ça. Aux États-Unis, on s'en fiche. On voit ça d'ailleurs avec le président qu'on a ici aujourd'hui. Ces histoires de ressources, on s'en fout. D'accord. Par contre, je suis un peu optimiste quand je vois la jeunesse en général et quand je vois la génération qui arrive, qui prend conscience un peu de ces problèmes. Et j'espère, et surtout peut-être là, l'Europe, sans être forcément trop régulée et en faisant trop régulation, peut-être l'Europe prendra conscience de ces enjeux environnementaux, les jeunes en particulier, et donc du coup demandera à un moment donné d'utiliser un peu moins ces IA pour des choses futiles, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Luc Julia, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, IA générative, pas créative. L'intelligence artificielle n'existe toujours pas, paru en mai 2025 aux éditions Le Cherche Midi. Merci encore d'avoir été avec nous, ce fut un grand plaisir.